1989. Il est important de saisir la provenance des Tutsis et leur stratégie, parce qu'il faut qu'on sache leur origine. Il est très capital de le savoir. Quel est le lien entre l'Éthiopie et Soudan et l'origine des Tutsis? C'est quoi le lien? Les ancêtres des Tutsis ne viennent pas directement d'Aksum ou de Lalibela, mais ils viennent plutôt des zones pastorales du Sud-Soudan, Nil blanc, au Nil, proche de l'actuel Dinka, Nuer et Shulik, pour ceux qui connaissent. Entre Nil et Éthiopie occidentale, le plateau du Kaffa et du Gonjam. Ils appartiennent à la grande famille des peuples nilotiques, des pasteurs nomades, proches culturellement des pasteurs du Sud-Soudan, mais soudés par une organisation militaire du bétail et une hiérarchie stricte. Donc, les Tutsis ne viennent pas du royaume chrétien éthiopien directement. Ils viennent plutôt de l'Éthiopie, Soudan, rural de pasteurs proches de la frontière. Ils ne sont pas des Éthiopiens d'origine ou des Éthiopiens autochtones ou des Éthiopiens de race, si vous voulez, mais ils vivaient aux alentours, des nomades. Mais ils ont été influencés par la proximité d'un grand empire structuré comme l'Éthiopie. L'influence éthiopienne s'est abattue sur les Tutsis, d'où leur forte discipline apprise par rapport à leur voisinage, à leur proximité avec les royaumes de l'Éthiopie, leur monarchie et leur hiérarchie. La question c'est, étaient-ils plus avancés que les royaumes du Congo ou du Rwanda à l'époque? Nous posons la question pour savoir quel était l'état de l'Éthiopie, l'état du Soudan à l'époque et les comparer par rapport au royaume en place à l'Afrique centrale. Le critère est simple ici. L'état central pour l'Éthiopie, oui, c'était l'empire. Donc c'était centralisé comme l'empire romain, comme l'empire perse, comme tous les empires à l'époque. Et du Rwanda, au Rwanda, il n'y avait pas d'empire, c'était des chefferies Hutus. Ok? C'était des chefferies Hutus. Et Empire Luba, oui, c'était centralisé, mais moins un peu plus tard, vers le XIVe siècle. Du côté de la religion de l'État, l'Éthiopie, entre 1200 et 1500, c'était des chrétiens, royaume chrétien, mais du côté du Rwanda et du Burundi, c'était des religions locaux, ou locales si vous voulez, et au niveau de religion, de l'Empire, religion Luba, Mulopwe, et au niveau des divinités, etc., etc. Alors, au niveau de l'armée, l'armée était structurée entre 1200 et 1500, nous parlons de l'Éthiopie. Du côté du Rwanda, il n'y avait pas d'armée, hein, puisqu'ils étaient dispersés, c'était des chefferies, des groupes dispersés. Et du côté de l'Empire Luba et l'Empire Congo, oui, il y avait une armée structurée après 1400. Excusez-moi. Et la diplomatie internationale, du côté de l'Éthiopie, entre 1200 et 1500, la réponse est oui. Diplomatie avec le Portugal, l'Égypte, etc. Est-ce qu'au Rwanda, il y avait une diplomatie? Non. Est-ce qu'au niveau de l'Empire Luba et Congo, il y avait une diplomatie? Non plus, il n'y avait pas. Au niveau de l'écriture, l'Éthiopie, entre 1200 et 1500, oui, il y avait une écriture. Du côté du Rwanda, il n'y avait pas. Du côté de l'Empire Luba et Congo, il n'y avait pas non plus. Le monnaie, au niveau des tribus, du côté de l'Éthiopie, oui. Et du côté du Rwanda-Burundi, il n'y avait pas. C'était de la nature, échange vache contre vache, Nguba contre sel, etc. Et du côté de l'Empire Luba aussi, c'était comme ça. Alors, pourquoi les Tutsis dominaient plus facilement les Hutus? C'est la question. Pourquoi? Parce que ils venaient d'une culture politico-militaire structurée, influencée indirectement par les grands États nilotiques, notamment
notamment l'Éthiopie et aussi le Soudan. Ils savaient centraliser le pouvoir, créer de dynasties royales, hiérarchisées et des castes. Les Hutus et les Bantous du Congo étaient dans des chefferies agricoles dispersées, sans armée nationale, comme les Baluba avaient fait au Katanga, mais à la différence, les Baluba sont restés à l'intérieur du Congo belge, pas l'État séparé comme le Rwanda. Les Tutsis viennent-ils d'un royaume éthiopien ou soudanais? Est-ce qu'ils viennent à l'intérieur du royaume? Vous avez compris que non. Ils ne viennent pas directement d'un grand royaume chrétien comme l'Éthiopie, dans Ksum ou de la Libella. Ils ne sont pas issus d'une cour royale chrétienne organisée comme l'Europe médiévale. Ils ne fuient pas un empire comme le prince du Katanga qui ont fui au Kasaï, qui ont quitté les royaumes pour créer un autre au niveau du Kasaï. Oui, ils viennent de populations pastorales, ce sont des éleveurs de vaches, installés entre le sud du Soudan et l'ouest de l'Éthiopie. Ce sont des peuples nilotiques, apparentés aux Dinka, aux Nuer, aux Chéliques du Sud-Soudan. Ils vivaient non pas dans des royaumes chrétiens, mais dans des sociétés pastorales structurées, organisées autour du bétail, d'une élite noble, de la hiérarchie des clans, des chefferies armées. Donc, ils ne viennent pas du royaume chrétien d'Éthiopie, mais des zones voisines dans l'ère nilotique, proche des montagnes éthiopiennes et des plaines soudanaises. La question c'est, si vous remarquez la différence morphologiquement parlant, les Hutus ont des fronts très élargis, en tout cas leurs femmes. Okay? Regardez le front des femmes Hutus et regardez les fronts des femmes éthiopiennes ou les fronts des femmes soudanaises, il y a une différence. C'est là que vous allez remarquer la différence. C'est les fronts des femmes. Remarquez les fronts des femmes. La question c'est, alors pourquoi sont-ils organisés si ce n'était pas un royaume chrétien? On pose la question. Parce que même sans être un empire comme l'Éthiopie, leur société possédait une aristocratie guerrière, clan dominant. Ils étaient pasteurs nomades, déplacer du bétail exige de la discipline, de la stratégie, avoir une armée pour défendre contre le pillard. Ils vivaient déjà avec l'idée des chefferies centrales, des chefs sacrés et d'élites au-dessus du peuple. La conclusion est que ils n'avaient peut-être pas des royaumes écrits comme l'Éthiopie, comme le Soudan, mais ils avaient une culture hiérarchisée, des chefs organisés en lignée, une idéologie où le pouvoir vient des ancêtres et du bétail. C'est cette culture qui, en arrivant dans les sociétés agricoles Hutus ou Bantous, va leur donner un avantage social et politique. Ont-ils fui des guerres de succession ou des divisions internes? La réponse est que probablement, mais pas comme dans un grand empire monarchique. Les migrations nilotiques sont souvent liées à des conflits entre les clans, des rivalités pour le bétail, le leadership, les pâturages, les périodes de sécheresse, obligation de trouver de nouvelles terres, etc. La pression d'autres peuples arabes, peuples couchites, royaume du Nil, etc. Et donc, ce n'est pas un départ royal officiel, mais plutôt un glissement progressif des clans, surtout les plus puissants, mieux armés, à la recherche des terres et évidemment d'influence. Donc, pour être clair,
Viennent-ils d'un royaume éthiopien chrétien? La réponse est non. Viennent-ils d'une aristocratie pastorale nilotique? La réponse est oui. Ont-ils fui à cause d'une guerre politique organisée comme en Europe? La réponse est pas exactement. Ont-ils migré à cause des tensions entre clans, pression écologique, besoin des terres? La réponse est oui. Étaient-ils plus structurés que les Hutus ou Bantous de la région? La réponse est oui, socialement et politiquement. Sont-ils arrivés comme armées conquérants? La réponse est non. Ils sont arrivés par infiltration, par des alliances, puis la domination progressive. Donc, une stratégie d'infiltration. Les Tutsis n'étaient pas éthiopiens ni soudanais, mais ils viennent bien de cette zone géographique, nous l'avons compris. Entre le sud du Soudan, l'ouest de l'Éthiopie et le sud-est du Nil blanc, pas dans les grands royaumes comme l'empire d'Aksum, Éthiopie chrétien, mais dans les hautes plaines pastorales autour du Nil. Donc, il ne faisait pas partie de la royauté éthiopienne, Aksum ou la Libella, etc., mais il vivait près de ces royaumes, connaissait ces civilisations et échangeait du bétail, des peaux, sel, etc. Ils étaient autour de ces royaumes, ils n'étaient pas à l'intérieur de ces royaumes. C'était qui alors? Des nomades? Des aristocrates sans État? La réponse est oui. On peut les comparer à des pasteurs aristocrates nomades, comme les anciens Israélites au temps de Moïse. Pas des royaumes fixes, mais une organisation sociale interne très stricte. Chef des clans, droit du bétail, guerriers, hiérarchie familiale, culte des ancêtres. Ils sont souvent appelés par les anthropologues de pastorale aristocratie, aristocratie pastorale. La question c'est, pourquoi ne pas les confondre? Pourquoi ne pas les confondre avec les Soudanais ou les Éthiopiens? Pourquoi ne pas les confondre? Les éléments de base pour la compréhension. Mode de vie des Tutsis avant migration, des nomades, des éleveurs, des vaches. Les royaumes éthiopiens, agriculteurs, ils sont des bâtisseurs chrétiens. Les royaumes soudanais, les couches, c'est un État ancien urbanisé. Ça, c'est la comparaison entre ces trois groupes. En termes de religion, les Tutsis avant migration, ce sont des ancêtres, plus de vaches sacrées en termes de religion. On privilégie, on vénère ici les ancêtres. Et puis les vaches sacrées. Au royaume éthiopien, vous avez le christianisme orthodoxe. Du côté du royaume Soudan, c'est le culte d'Amon, puis l'islam a pénétré. En termes de société, les Tutsis avant leur migration, ici, ce sont des clans, des aristocraties pastorales. Du côté de l'Éthiopie, ce sont des empires centralisés, ils ont l'écriture, etc. Et du côté du royaume Soudan, c'est une monarchie urbaine. En termes d'architecture, évidemment, les Tutsis n'ont pas de villes. Ce sont des villages mobiles, ils se déplacent. Et au niveau de l'Éthiopie, ce sont des grandes églises sculptées, de citadelles, etc. Du côté du Soudan, vous trouvez des pyramides nubiennes, des temples, etc. La langue, du côté des Tutsis avant migration, les proto-niéro, nilotiques, c'était leur langue. Et du côté de l'Éthiopie, la langue gaze, amérique, et du côté du Soudan, les Nubiens méroïtiques. Donc, les amis, ils étaient morphologiquement proches, grande taille, très nilotiques, fins, culturellement hiérarchisés, mais pas des citoyens d'un royaume construit comme des royaumes de l'Éthiopie ou du Soudan.
Et donc, il ne quitte pas un empire. Il glisse progressivement vers le sud. Pas de départ massif, comme une armée royale, mais petits vagues, des familles nobles, avec leurs troupeaux, qui descendent doucement vers le nord de l'Ouganda. Puis en Kolé, Bouganda, puis au Rwanda, Burundi. Enfin, quelques groupes vers les Kivu de la RDC. Les amis, pourquoi les royaumes éthiopiens ou Nibi ne les ont-ils pas écrasés? Parce que voyons quand même qu'ils étaient entourés par un peuple qui ne leur appartenait pas. Pourquoi ne pas les chasser directement, les précipiter, je ne sais pas moi, en enfer? Très simple. Parce qu'ils ne les menaçaient pas directement. Les Tutsis ne menaçaient pas les royaumes éthiopiens, ne menaçaient pas les royaumes les royaumes soudanais. Ils n'attaquaient pas les cités, ils ne voulaient pas conquérir les capitales. Effectivement, ici, ils étaient mobiles comme des ombres vivant en périphérie, et surtout les royaumes éthiopiens regardaient vers le nord, Égypte, Arabie, pas vers le sud, tropical, encore inconnu. En résumé, pour la bonne compréhension, je dois à chaque fois résumer pour que, voilà, que la compréhension soit réellement objective et qu'il n'y ait pas de vide. Les Tutsis viennent-ils de l'Éthiopie? Alors, d'où? Ils ne viennent pas de l'Éthiopie, chrétiens. Alors, ils viennent d'où? Vous avez compris. Des populations nilotiques, Sud-Soudan, Ouest-Éthiopie, éleveurs nomades. C'étaient des rois, pas encore des rois, ce sont des aristocrates, clans, pas encore d'empereurs. Pourquoi ils partent de l'Éthiopie, du Soudan? Des conflits pour le bétail, la sécheresse, la pression d'autres peuples. Ils semblaient ressembler physiquement aux Éthiopiens. La réponse est oui, grands, élancés, très nilotiques. Ils étaient une menace pour l'Éthiopie. La réponse est non, trop petits pour menacer l'Éthiopie, trop nomades, pas d'intérêt pour assiéger de citadelles ici. Et donc, ils étaient comme les Hébreux dans le désert. La réponse est oui, en quelque sorte. Peuple mobile, organisé, sans royaume fixe, mais avec une identité forte. Comment les Tutsis ont fondé les royaumes du Rwanda et du Burundi? Et pourquoi pas au Kivu? Pourquoi pas au Kivu? La réponse. Quand les pasteurs deviennent rois, en d'autres termes, quand les clans Tutsis quittent les zones du Nil, Soudan, Ouest Éthiopie, ils descendent petit à petit vers les Grands Lacs. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont organisés. Ils ont des chefs, ils ont du bétail, donc la richesse. Ils savent négocier et faire la guerre si nécessaire. Ils arrivent dans des terres déjà habitées par les Hutus. Des agriculteurs sédentaires vivant en petites chefferies sans royaume centralisé. Le choc n'est pas militaire ici, il est social et politique. Pourquoi ils réussissent au Rwanda? Pourquoi ils réussissent au Burundi? Parce qu'ils ont appliqué une stratégie en 3 étapes. 3 étapes, ça veut dire s'installer pacifiquement dans les collines. Les résultats, pas de guerre ouverte. Ils s'installent. Deuxième stratégie, s'allient aux chefs Hutus. Ils ne se mélangent pas à la population. Ils s'allient aux chefs Hutus par le mariage, par la protection militaire et par le bétail. Les résultats, ils vont gagner la confiance et provoquer une dépendance des autres envers eux, parce que eux, ils étaient armés. En troisième position, la troisième clé,
la stratégie des Tutsis, prendre le contrôle des rituels politiques et religieux, c'est-à-dire un roi égal choisi par les ancêtres, plus vache sacrée. Et comme résultat, ça va légitimer le pouvoir complet des Tutsis. Ainsi naît les royaumes Rwanda, dynastie Nginya. En d'autres termes, Mwami égale roi. Et donc, au Burundi, ainsi va naître la dynastie Nganwa, Bani Nginya. Et donc, les Hutus restent majoritaires, mais le pouvoir devient Tutsi. Pas par invention, mais par infiltration, plus intelligence et plus alliance. Et pourquoi ça n'a pas marché au Kivu? Ça a marché au Burundi. Ils ont installé une royauté et ça a marché au Rwanda. Pourquoi pas au Kivu? Très important à comprendre, car il est essentiel pour la bonne compréhension. Excusez-moi pour la répétition. Le Rwanda et le Burundi, haute colline facile à contrôler. Les Kivu, le sud Kivu et le nord Kivu, où ils se sont installés, montagnes, forêts, chefferies éclatées à l'époque. Le Rwanda et le Burundi, population déjà unifiée autour des mythes royaux. Alors qu'au Kivu, sud ou nord, population très diverse, vous avez les Houndé, les Nandé, les Tembo et les Rega. Au Rwanda et au Burundi, possibilité de créer une monarchie centrale. Mais l'autre côté au Kivu, les deux Kivu, chaque colline est égale à un chef et donc impossible d'imposer un roi unique. Rwanda, Burundi, ils arrivent évidemment vers 1200 et 1400. Et au niveau du Kivu, arrivée tardive entre 1500 et 1600. D'accord? Donc trop tard pour créer un royaume, puisque d'autres royaumes s'étaient déjà formulés. Et les colons belges adorent ces modèles qu'ils trouvent au Burundi, au Rwanda, en Ouganda, ils vont les renforcer. Et au Kivu, chez les Banyamulenge, les Tutsis du Congo, les Belges disent, vous n'êtes pas autochtones, donc vous n'aurez pas de rois, donc pas de territoire, parce que vous n'êtes pas autochtones. Les résultats, c'est quoi? C'est que au Rwanda et au Burundi, ils deviennent des rois. Et au Kivu, il reste un groupe minoritaire, sans royaume. Ils deviennent plus tard, alors, des Banyamulenge. Les amis, je disais ceci. En même temps, le reste de l'Afrique centrale bouge. Pendant que les royaumes Tutsis naissent entre 1200 et 1500, en l'occurrence, le Rwanda et le Burundi, un pouvoir en construction monarchique, pastoral Tutsi. Le mécanisme est très clair, on va infiltrer et puis on va pratiquer des alliances. Au Katanga, en RDC, l'Empire Luba naît. Le mécanisme, c'est l'unification des chefferies autour d'un roi sacré. Et le dynamique ne reste pas seulement au niveau du royaume Luba. En Angola, Congo central, le royaume Congo, le mécanisme ici, vous avez les chefferies fusionnées, capitale en bas en Congo. Vous avez le sud RDC, Angola, Zambie, Empire Lunda, le mécanisme, l'aristocratie Luba et les chefferies confédérées, on met tout ensemble. Et donc, ce siècle est une course. C'est lui qui s'organise. Le mieux devient roi. Le petit groupe qui s'organise intelligemment domine sur les autres groupes. Ça s'est passé avec l'Empire Luba, ça s'est passé avec l'Empire Congo, ça s'est passé avec l'Empire Lunda, ça s'est passé au Burundi, ça s'est passé en Ouganda, ça s'est passé au Rwanda.
Et donc, ce n'est pas qu'une histoire Tutsi à l'époque, c'est toute la région qui se structure autour des rois, autour des empereurs. Pourquoi les populations locales, Hutu, Houndé, Nandé, ne se sont pas unies pour résister? Elles n'avaient pas de monarchie nationale. Chaque colline représentait un chef. Elles ne voyaient pas tout de suite la domination arriver. Les Tutsis ne sont pas venus avec 10 000 soldats. Les Tutsis sont arrivés avec 10 vaches et 2 chefs bien habillés. Une stratégie. Et donc, la vache égale la richesse, alors la paysannerie Hutu accepte l'alliance. Quand ils se rendent compte de la domination, il est trop tard. Les Tutsis contrôlent déjà l'armée, les rituels et le terre, comme ça s'est passé évidemment au Burundi, en Ouganda et aussi au Rwanda. Les amis, les Tutsis n'ont pas conquis les Rwandais par les armes, mais par l'intelligence. Ils ont posé leurs vaches, offert la protection, épousé les chefs locaux, les filles des chefs locaux, contrôler les rituels, et un jour, sans guerre, ils étaient devenus des rois. Alors, le chapitre 3, j'espère qu'on va terminer aujourd'hui, les amis, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. La naissance des royaumes Tutsi, Rwanda, Burundi, et pourquoi ils ne se forment pas au Kivu. L'objectif de ce chapitre est très clair. Expliquer comment les Tutsis ont réussi à créer des royaumes structurés au Rwanda et au Burundi. Montrer pourquoi cela n'a pas été possible au Kivu. Décrire les modèles politiques, militaires et spirituels des monarchies Tutsis. Préparer les terrains pour la colonisation et la racialisation ou Tutsis par les Belges. Alors pourquoi les Tutsis créent des royaumes au Rwanda et au Burundi? Conditions favorables. Le territoire accessible. Haut plateau, fertile, vallée agricole. Population Hutu déjà sédentaire, mais divisée en chefferies locales. Arrivée de petits groupes Tutsis structurés, mobiles, militarisés. Pasteurs, vache est égale richesse et donc pouvoir. Ils ne conquièrent pas par la force brutale, mais par l'alliance, les mariages, les protections militaires, redistribution du bétail, et le résultat est très clair, ils deviennent des chefs de guerre. Chefs des clans, rois Mwami. Les Hutus deviennent sujets, mais pas esclaves. Ils gardent leurs terres, mais dépendent du roi pour protection et justice. Comment fonctionnait un royaume Tutsi? Comment ça fonctionnait? Armée structurée, Intore, Imiogo, ça veut dire dignitaire et guerrier. Système de vassalité, ça veut dire chaque chef doit fournir de guerriers au roi. Vache égale paiement des soldats et fidélité politique. Leur organisation est très simple. Les Mwami, les rois et l'autorité absolue choisie par la dynastie. Des conseils des anciens à Birou, gardiens des traditions et de la lignée royale. Des chefs de collines sont des Hutus ou alors des Tutsis. Ils sont dans l'administration locale. Et la spiritualité, les rois est choisi par Imana, le dieu suprême. Des rituels d'intronisation liés avec les rois, les vaches et les ancêtres. Religion traditionnelle, pas d'islam, pas de christianisme à ce stade-là. Et donc, c'est cette structure militaire, administrative et religieuse qui impressionnera les missionnaires et le Belge une fois qu'ils sont arrivés au niveau de la région. Pourquoi pas les royaumes Tutsis au Kivu? Pourquoi pas? Oui, ça sera mis sur YouTube. Pourquoi pas? Parce que arrivée tardive entre 1500 et 1700.
Les puissants royaumes Luba, puissants royaumes Lunda et Congo existent déjà dans la région. Le terrain est montagneux, fragmenté. Vous avez les Houndé, le Nandé, les Nyanga et les Raga. Et donc difficile à unifier. Des petits groupes de pasteurs, pas assez nombreux pour dominer le reste des groupes. Et puis il y a la méfiance locale. Les Hutus et d'autres Bantous du Kivu savaient ce qui s'était passé au Rwanda, au Burundi. Ils savaient que leurs frères Hutus ont été dominés par une minorité Tutsi. Et donc, ils ont une mémoire. Et donc, ici, on refusait évidemment de se laisser dominer par les nouveaux arrivants. Et donc, forcément ici, alors, excusez-moi un instant. Alors, nous sommes ici. Je me suis perdu. Juste un instant. Pour ne pas se perdre avec cet ordinateur. OK. Et donc, nous sommes là parce qu'il faut rester structuré. Il ne faut pas se perdre, n'est-ce pas? Il ne faut pas du tout qu'il y ait de la confusion dans ce que nous sommes en train d'avancer. Il faut que tout soit structuré. Alors, les amis, vous avez compris que les Hutus et d'autres Bantous du Kivu savaient ce qui s'était passé au Rwanda, d'accord, Burundi, et ont refusé de se laisser dominer par une minorité. Et donc, pas des rois Banyamulenge. Au Kivu, les deux Kivu, il reste un groupe pastoral, minoritaire, sans territoire officiel. Et donc, comparons un peu pour voir. La région de l'Ouganda et les Bahima. Les Tutsis arrivent entre 1000 et 1200. Situation trouvée sur place par les Hutus, ils trouvent des chefferies faibles. Et puis, ils vont créer un royaume. Oui, ils vont créer un royaume en Kole Bunyoro Toro. Pourquoi? À cause de l'armée et des alliances. Donc, infiltration. Au Rwanda, ils arrivent entre 1200 et 1400. Situation trouvée au Rwanda. Donc, le royaume est déjà créé en Ouganda entre 1000 et 1200. Et en 1200 et 1400, ils arrivent aussi au Rwanda, qui n'étaient pas les Rwandais autrefois. Ils vont trouver des chefferies Hutus, mais divisées. Ils vont créer un royaume, oui, ce royaume va s'appeler les Nginya. Pourquoi? Une centralisation plus l'armée, parce qu'ils ont la méthode, ils viennent reproduire ce qui s'est passé en Ouganda. Au Burundi, entre 1300 et 1500, ils arrivent évidemment, situation trouvée sur place, ce sont des chefferies locales Hutus et la création d'un royaume, la réponse est oui, l'Intare Rushati. Pourquoi? Ils vont adopter le modèle rwandais. Ils prennent modèle sur le voisin. Et puis, entre 1500 et 1700, au Kivu, la situation trouvée sur place, des montagnes, des nombreux clans, des nombreux chefs, est-ce qu'ils vont créer un royaume? La réponse est non. Pourquoi? Ils arrivent trop tard. Parce que le lieu est trop fragmenté et puis il y a une résistance. Les gens s'opposent, évidemment, parce qu'ils savent que ces gens-là sont arrivés en Ouganda, ils sont arrivés après au Rwanda, ils sont arrivés en Burundi, ils dominent actuellement. Chez nous, nous n'allons pas les laisser nous dominer. Donc, il y a une résistance farouche. Le chapitre 4. Quand les Belges ont figé les identités de la société fluide ou ethnie en ennemi. Alors, l'objectif ici, étant donné que vous avez compris un peu la genèse ou la localisation d'où sont partis les Tutsis, ce ne sont pas des Éthiopiens,
puisqu'on confond souvent, ce ne sont pas des Soudanais, mais ils vivaient autour, c'était des groupes qui vivaient autour du royaume éthiopien et du royaume Soudan. C'était des nomades, ils ne faisaient pas partie des citoyens éthiopiens. Alors, le chapitre 4, ici, pour comprendre comment les Hutus, les Tutsis, les Twa, qui n'étaient pas des races, parce qu'ils s'étaient mélangés, d'accord, sont devenus des identités politiques figées, source de haine et de génocide. Avant les colons, pas d'ethnie, vous avez compris, ils avaient formé un peuple. L'autre minorité venue de l'Éthiopie, aux alentours, du Soudan, atterrit en Ouganda, atterrit en Burundi et au Rwanda, et ils se sont fusionnés et ils ont mis en place un roi, un système. Et donc, ils sont devenus un peuple. Et donc, c'était des catégories sociales et économiques, il n'y avait pas de races. Les Tutsis, rôle traditionnel, c'était des pasteurs, des propriétaires de bétail, de nobles militaires, et il y avait une possibilité de changer des rôles ou de changer de statut. Oui, un Hutu riche pouvait devenir un Tutsi. Donc, ils avaient mis en place un système. Et aussi, un Tutsi pouvait devenir aussi un Hutu. Les Hutus étaient des agriculteurs majoritairement parlant, et donc possibilité de changer des statuts, oui, un Tutsi pauvre pouvait devenir un Hutu. Parce qu'un Tutsi était représenté par beaucoup de richesses. Richesse, c'est traduit par des vaches, beaucoup de vaches, donc tu deviens Tutsi. Et le Twa aussi, chasseurs, potiers et marginaux, et devenait très rarement de Tutsi. Et donc, il n'y avait ni carte d'identité ethnique, ni séparation stricte. Un Hutu pouvait devenir Tutsi, un Gitutika, et un Tutsi pouvait redevenir Hutu, notamment. Nous parlons ici des Gouira. Donc, pas de haine historique, pas de race ennemie. C'était effectivement une société de classe souple, les amis. Nous avons détecté une inactivité pendant ton live en cours effectuer la vérification. OK. Voilà. C'est bon comme ça, on a bien vérifié. Les amis, si vous pouvez juste tapoter, ça va vraiment nous aider. OK, vraiment tapoter. Sinon, ça va couper. Merci beaucoup, les amis. De tapoter, pourquoi pas de partager si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire, je dis bien nécessaire. Si vous pouvez, les amis, faites-le. Donc, je disais ici, pas de haine historique, pas de race ennemie. C'était une société de classe souple. Donc, ils s'étaient mis d'accord. Ils étaient évidemment en harmonie. Pas de guerre. Des conflits ne manquaient pas, mais pas de guerre. Et puis les Allemands, entre 1890 et 1916, ils découvrent des royaumes très organisés ici. Ils occupent le Rwanda, le Burundi, empire colonial allemand d'Afrique de l'Est. Ils gardent les rois Mwami en place. L'administration indirecte est appliquée. Ils voient que les Tutsis dirigent. Ils croient que ce sont des nobles naturels. Mais les Allemands ne créent pas des cartes d'identité ni des classifications raciales strictes. Les Belges prennent le pouvoir entre 1916 et 1962. Ils transforment des classes sociales en ethnies raciales. C'est ici que tout bascule, évidemment. Ce que font les Belges, théorie amitique raciale, amitite théorie, idée évidemment importée d'Europe, les grands peuples noirs, Tutsis, Éthiopiens, Peuls, nous parlerons aussi de Peuls, un de ces quatre, peut-être la semaine prochaine, nous parlerons de Peuls au niveau de l'Afrique. D'autre côté,
côté du Mali, du côté de Burkina Faso, etc., et qui sont le Peul. Nous parlerons aussi d'eux. Et donc, l'idée, c'est ils viendraient du Moyen-Orient ou de l'Éthiopie, et donc seraient caucasiens, noirs, plus intelligents, et faits pour diriger. Ok. Les Hutus égale Bantou primitif, agriculteurs soumis. Et donc, du racisme scientifique est né. Des écoles réservées aux Tutsis, missionnaires, des frères blancs, des collèges d'élite. 95% des Tutsis sont scolarisés. Donc, on a marginalisé les Hutus. L'administration, l'armée, l'église est contrôlée par les Tutsis. 1933, ici, 1935, carte d'identité ethnique obligatoire. Et donc, chaque personne reçoit une carte Hutu, Tutsi, Hutois, et plus de possibilités d'échanger de statut. C'est terminé. On ne peut plus devenir Tutsi ou redescendre Hutu. Et donc, une catégorie sociale devient une race inscrite dans le papier. Tous les chefs des provinces, sous-chefs, rois, soldats, sont tous des Tutsis nommés par l'autorité coloniale. Et donc, ce qui change, avant, on pouvait passer des Hutus à Tutsis. Il y avait de guerres, mais pas de génocides. L'identité dépendait de la richesse, pas des sangs. Après le Belge, Hutus et Tutsis deviennent des races figées biologiques. Les Hutus deviennent sujets permanents, tensions montent, injustice, révolte, et là commence la haine qui finira en 1959, 1972, 1994. La question, c'est pourquoi c'est crucial pour comprendre les crises modernes. Pourquoi c'est important pour un Congolais, pour un jeune Congolais, de comprendre tout ça, de s'asseoir et de digérer tout ça, d'assimiler tout ça, d'imprimer tout ça. Sans cette transformation coloniale, pas de carte Tutsi à montrer aux miliciens en 1994, et donc pas de génocide au Rwanda. Je dis, s'il n'y avait pas de carte dont on pouvait reconnaître lui, c'est un Tutsi, lui, c'est un Hutu, les miliciens de 94 allaient avoir très difficile à génocider, parce qu'on a génocidé par rapport à ce qui était mentionné au niveau de la carte d'identité. Ok? C'est ça les problèmes. Et donc, il ne devait pas y avoir des purges ethniques à grande échelle en 1972 au Burundi non plus. Pas des FDL ou tout réfugiés militants, ni des M23 rébellions Tutsi dans l'est de la RDC. Donc, la genèse de cette histoire commence en 1933, quand les Belges ont décidé de figer les identités. L'objectif ici pour le chapitre 5, la révolution Hutu au Rwanda est la première grande vague d'exil Tutsi. L'objectif est de comprendre comment la chute du royaume Tutsi du Rwanda a créé de réfugiés, de mouvements armés et les germes des conflits régionaux jusqu'en RDC. Vous comprenez que nous sommes toujours dans la genèse, tout commence en 1933. Les contextes avant l'explosion jusqu'en 1959. Le royaume du Rwanda est dirigé par un roi Tutsi, Mwami Mutara III, puis Kigeli V. 80% sont des Hutus, 14% sont des Tutsis, 1% ce sont des Twa. L'administration est bien ficelée, armée. Les églises sont dominées par les Tutsis avec l'appui de Belges. 85% des Hutus et 14% des Tutsis. Les 14% dominent les 85% parce que les 1% sont des Twa. La carte d'identité ethnique imposée en 1933, les Hutus, les Tutsis, les Twa, figés pour toujours, pour l'éternité.
et puis des tensions sociales montantes. Hutu égale des taxes, des corvées, de discrimination, et les Tutsis égale la noblesse, le pouvoir, les écoles missionnaires. Donc ils sont privilégiés et ont marginalisé les Hutus. La bascule ou les bascules entre en 1959, nous parlons de la révolution des Hutus. Les déclencheurs de cette guerre, ici je lis « Vive les Hutus » chez Daïssi Basser. Le 1er novembre 1959, assassinat de Dominique Mboniwutwa, un bourgmestre Hutu. Il a survécu, mais la rumeur de sa mort fait exploser la colère des Hutus. Une meute Hutu se déclenche contre les chefs Tutsis en 1959. Des incendies des maisons, des attaques, des représailles. Ce que ça déclenche par la suite est que le Belge change de camp tout de suite. Il quitte les camps des Tutsis et soutiennent dès à présent les Hutus, comme ils le feront au Congo contre les Luba royaux. Et puis la création du parti Hutu, les MDR, les Permé Hutu. Les Permé Hutu égale partie du mouvement de l'émancipation Hutu. En 61, un référendum et la monarchie a été évidemment abolie. Le Rwanda devient une république. En 62, l'indépendance du Rwanda, dirigée par Grégoire Kayibanda, un Hutu. D'accord? Les choses ont basculé. Je ne suis pas un Rwandais, cher ami. Je suis de la RDC, des pères et des mères. Les amis, les conséquences, exil massif des Tutsis. Entre 1959 et 1964, plus de 300 000 Tutsis fuient les Rwandais. Burundi, qui arrive? Les aristocrates arrivent au Burundi. Des militaires arrivent au Burundi. Les familles nobles arrivent au Burundi. Daisy Bassa, je vais te répondre, il n'y a pas de problème. C'est l'histoire, c'est un livre. Je suis en train de vous lire une histoire. D'accord? J'ai recensé tout ça pour faire comprendre à la RDC, à nos frères, pour avoir une idée, pour comprendre l'histoire. Parce que sans le passé, il n'y a pas de présent. Sans le présent, il n'y a pas de futur. Donc, il est bon de comprendre les choses. D'accord? Si pour vous, c'est la propagande, bon, je vous le concède. Mais ici, c'est faire comprendre qui nous sommes et qui sont les Tutsis. D'accord? Et d'où viennent-ils? Vous avez compris, cher ami? C'est ça le but. Et ce n'est pas question de mettre en place une machine de propagande. Alors, donc, vous comprenez qu'au Burundi arrivent des aristocrates, des militaires, des familles nobles. Et ce qu'ils deviennent par la suite, ils sont protégés par les rois Tutsis des Bujumbura. Ils les protègent. Rappelez-vous qu'en Burundi, il y a aussi des Tutsis qui sont là. En Ouganda, des jeunes Tutsis se réfugient là-bas. Ce qu'ils deviennent après, c'est des camps, des futurs noyaux du FPR, Kagame et Rwigema. Et au Congo, au Zaïre, au Kivu, plus précisément, ce sont des pasteurs Tutsis et donc de Banyamulenge, plus tard, une minorité sans droit clair. En Tanzanie, des paysans Tutsis sans terre, il y a des camps des Mwesi et des Ngara. Vous comprenez que ces réfugiés sont appelés les Inyenzi. Les Inyenzi, ça veut dire des cafards. Terme péjoratif utilisé par les autorités Hutus du Rwanda. Ils jurent de revenir un jour par les armes. Ils ont juré que nous sommes partis, mais nous reviendrons par les armes. Nous sommes infiltrés
entre 1000 et 1200, 1200 et 1400, 1400 et 1600, nous sommes infiltrés sans les armes. Et nous vous avons occupé. Nous avons pris la tutelle et nous vous avons dirigé. Nous vous avons commandé. Nous sommes de provenance de l'Éthiopie et du Soudan. Nous sommes venus intelligemment, par des stratagèmes, par des intuitions et par des éléments, etc. Nous vous avons dominé. Mais vous nous avez fait partir. Mais sachez que cette fois-ci, nous reviendrons avec des moyens beaucoup plus colossaux et des armes s'il le faut. Donc, vous comprenez qu'il jure, ok? Il jure évidemment de temps en temps, j'ai jeté un coup d'œil. Je dois de temps en temps lire ce qui se passe ici au niveau de la lecture, distraction, Tozo, Yokola. D'accord. Les amis, ils ont juré de revenir avec des armes. Et nous avons la naissance des premiers guérillas Tutsis. 1961 à 1963, des exilés Tutsis attaquent les Rwandais depuis le Burundi et l'Ouganda. Ça commence là. 1961. Nous avons dit qu'ils ont juré de revenir et réoccuper les Rwandais par les armes. En 61 et 63, ils reviennent par la voie du Burundi et pour attaquer, évidemment, pour récupérer ici le Rwanda. Et donc, ce sont les premières infiltrations armées Inyenzi. Elles échouent toutes, mais elles créent un traumatisme chez les Hutus au pouvoir. Les Hutus qui ont récupéré leur souveraineté, perdue en 1800, en 1100, 1200, 1300, 1400, ils ont repris leur souveraineté. Ils se sont imposés comme étant majoritaires par des votes soutenus par les prêtres, par les colons, et on veut le déposséder de leur territoire. Vous comprenez un peu s'il faut réfléchir un peu, hein? S'il faut commencer à philosopher, etc., à réfléchir. Et donc, les amis, ils échouent toutes, mais elles créent un traumatisme chez les Hutus au pouvoir. La réaction des autorités Hutus au Rwanda était implacable. Entre 1963 et 1964, ils vont massacrer des Tutsis restés au Rwanda, entre 10 000 et 20 000 morts. Kigali renforce l'idée selon laquelle les Tutsis sont nos ennemis intérieurs et nous avons aussi des ennemis extérieurs. Ceux qui ont fui le pays sont partis en exil. Les Tutsis exilés comprennent aussi que leur enfant, l'enfant, c'est-à-dire Kagame et bien d'autres, ne rentreront que par la guerre, par les armes. Ils les comprennent à partir de 1963 et 64. Et donc l'éducation des enfants, l'éducation qu'on va attribuer à la génération de Kagame, c'est vous devez un jour partir, ok? Vous devez un jour récupérer le territoire perdu autrefois. Pourquoi c'est un tournant historique? Car c'est le début des réfugiés Tutsis armés. Ce sont des futurs créateurs du FPR, des Kagame, en 1800, 1987 et 1990. Des anti-Tutsis au Rwanda sont là, des futurs génocidaires de 1994 et de la présence Tutsi armée dans le sud Kivu. Pourquoi c'est un tournant historique? Ok. Pourquoi c'est un tournant historique? Les amis, de la militarisation du Burundi pour éviter le même sort, d'un ressentiment Hutu qui va exploser en 1960
1972 au Burundi. Le résumé pour passer évidemment ici à l'autre chapitre. À partir de 1959, tout bascule. Les pouvoirs passent des Tutsis aux Hutus au Rwanda. La monarchie est abolie. De dizaines de milliers de Tutsis sont tués et fuient vers le Congo, les Burundi, l'Ouganda. Et parmi ces exilés, certains deviennent plus tard Kagame et les fondateurs du FPR. C'est la première grande fracture, le début d'un cycle. Exil, vengeance, guerre, génocide, retour ici par les armes. Pourquoi une minorité Tutsi a pu négocier, génocider la majorité Hutu en 1972 au Burundi? Comment expliquer ça? Une minorité, 14% des Tutsis ont pu génocider près de 86% de la population. Les amis, parce que cette minorité contrôlait tout l'appareil d'État et surtout l'armée. Et donc après l'indépendance de 1962, les Burundi restent une monarchie Tutsi, puis une république Tutsi militaire après les coups d'État de Michel Mikombero en 1966. Institution, une armée nationale, Fort Bure, puis forces armées burundaises, et il contrôle à 100% les officiers Tutsis, surtout Ima des Burundi. 100% l'armée est contrôlée par les Burundais. Burundais Tutsis. Au niveau de la gendarmerie et de la police, 100% Tutsis. L'administration, gouverneur, ministre, chef des provinces, 100% Tutsis. Renseignement et milices, 100% Tutsis. Radio, justice, école supérieure, des Tutsis. Et donc, les Hutus sont majorité dans la population, mais totalement exclus des armes, de l'encadrement militaire et de l'élite politique. Pourquoi une minorité des Tutsis vont éliminer la majorité des Hutus au Burundi? Parce que le régime Tutsi a planifié l'opération longtemps avant. La planification. De 1965, des officiers Hutus tentent un coup d'État. La répression est sanglante, élimination des Hutus dans l'armée directement en 1965. De 1968 à 1971, la liste secrète de tous les Hutus instruits, les enseignants, les prêtres, les fonctionnaires, les cadres, les étudiants sont imprimés. Et puis, il y a les discours de Mikombero. Pour brûler un fagot, il faut retirer branche par branche. Ça veut dire élimination progressive. Il ne s'agit pas d'une vengeance spontanée. Ça ne s'est pas fait directement comme une révolution. C'était un génocide planifié de l'élite Hutu pour empêcher toute future prise de pouvoir. Le prétexte pour, évidemment, détruire la population Hutu, en avril 1972, des groupes Hutus armés appelés les Simba ou Moulelelistes attaquent au sud du pays, au Rumonge, Nyanzalak. Les Hutus vont tuer entre 1000 et 3000 Tutsis. Les régimes de Mikombero s'en sert pour justification. Les Hutus veulent exterminer les Tutsis. Nous devons les écraser avant qu'il ne soit trop tard. Et donc la représaille ou la répression devient un génocide d'État. En d'autres termes, entre avril et septembre 1972, arrestation systématique des Hutus. Enseignants, médecins, prêtres, officiers, étudiants, commerçants, fonctionnaires
ils sont triés par ethnie, emmenés, exécutés sans procès. Massacres organisés par les militaires de l'armée régulier, la gendarmerie, des milices, jeunesse révolutionnaire, Roi-Gazoré, des fonctionnaires locaux, corps enterrés dans des fosses communes, jetés dans les rivières ou les lacs Tanganyika. Radios et journaux interdisent les mots Hutu. L'objectif ici, exterminer la partie pensante du peuple Hutu et donc l'élite intellectuelle plus les cadres pour qu'ils ne se révèlent, qu'ils ne se relèvent plus jamais politiquement, donc faire taire l'intelligence. Pourquoi les Hutus n'ont pas pu résister? Ils étaient majoritaires. La raison est qu'il n'y avait pas d'armes. Les Hutus étaient exclus de l'armée depuis 1966, de la police, de la gendarmerie. Pas de structures, pas de partis politiques Hutus autorisés, pas de chefs militaires. Une terreur organisée, quiconque parlait ou défendait un Hutu risquait d'être tué. Des ciblages intelligents, les Tutsis ont tué d'abord les intellectuels, le peuple n'avait plus de leaders. Les soutiens internationaux inexistants, silence de l'ONU, de la Belgique, de la France et des États-Unis. Ce n'est pas la majorité numérique qui protège un peuple, c'est les contrôles de l'armée, de l'État et de l'information. Et donc, en 1972, les Tutsis du Burundi étaient minoritaires, mais ils contrôlaient les armes, les institutions, la logistique et la propagande. Les Hutus étaient majoritaires, certes, mais désarmés, divisés, sans leadership, sans soutien extérieur. Et donc, les amis, au Burundi, en 1972, ce n'est pas la majorité qui a gagné, mais ceux qui détenaient l'État et les armes. Les Tutsis Ima de Mikombero étaient minoritaires, mais ils contrôlaient l'armée, la radio, la justice. Les Hutus étaient le peuple, mais sans défense, sans officiers, sans alliés. Les résultats, un génocide silencieux que le monde a laissé faire. Le chapitre 6, chers amis. En 1972, le choc régional qui change tout, psychologie, exil, militarisation. L'objectif ici de ce 6e chapitre explique comment les génocides des Hutus au Burundi a provoqué la peur des Hutus au Rwanda. Ça a créé un traumatisme au Rwanda. Puisqu'il y a eu entre 300 et 500 000 massacrés. Explique comment les génocides de Hutus au Burundi a provoqué l'exil massif des Hutus burundais vers le Zaïre. Parce qu'il y a des Hutus au Zaïre qu'on appelle aujourd'hui le FDLR. Explique pourquoi la militarisation des Tutsis exilés, les futurs FPR. Explique aussi le climat de la méfiance qui prépare les génocides de 1994. Et puis plus tard, la guerre au Congo. Effet immédiat au Burundi. Silence, peur, pays coupé en deux. Et donc après 1972, tous les Hutus instruits, intelligents, enseignants, prêtres, médecins, étudiants sont tout simplement zigouillés, éliminés. On a coupé les cerveaux. Les survivants sont paysans, analphabètes, un peuple décapité. Mikombero interdit les mots Hutu au Burundi. On parle de rébellion de 1972, jamais de génocide. L'État devient officiellement mono-ethnique Tutsi Ima Bururi. Conséquence au Rwanda, la peur de subir le même sort.
Les Hutus ont pris peur, ont vécu la terreur de ce qui s'est passé au Burundi. Au Rwanda, dirigé par Kayibanda, puis Habyarimana, les élites Hutus voient ce qu'il s'est passé chez les voisins. Si un État Tutsi reprend le pouvoir ici, ils feront chez nous ce qu'ils ont fait aux Hutus au Burundi. Ils vont nous exterminer. Ils vont couper les cerveaux des Hutus, nous serons massacrés comme au Burundi. Et donc cela va créer quoi? Une méfiance totale envers les Tutsis restés au Rwanda. Une justification pour refuser les retours des réfugiés Tutsis. Et plus tard, le discours radical qui mènera au génocide de 1994. La conséquence ou les conséquences ici au Zaïre, arrivée bien entendu des réfugiés et des futures bombes ethniques, puisque ces mouvements, ces dynamiques créent évidemment des déplacements. Entre 1972 et 1973, des dizaines de milliers de Hutus burundais fuient dans le sud Kivu. Ils sont à Uvira, à Fizi, à Mwenga. Ils rejoignent des Hutus rwandais déjà présents depuis l'époque coloniale, dont les colons ont déportés entre 1910 et 1959. Les résultats, c'est quoi? Les résultats, c'est que le sud Kivu devient un refuge Hutu, burundais et rwandais. Ils sont cantonnés là-bas, sud Kivu. Les Tutsis Banyamulenge, arrivés avant aussi, se sentent menacés par les Hutus en provenance du Burundi et les anciens Rwandais qui sont là. Mobutu, bien évidemment, on ne va pas rester longtemps là-bas, utilise cela politiquement sans résoudre la question de ces deux vagues. La conséquence pour les Tutsis exilés, Madame Dairi Bézard, vous êtes rwandaise ou comment? J'en parlerai peut-être une autre fois. Pour aujourd'hui, nous parlons de la migration. D'accord? Ok. J'en parlerai peut-être une autre fois, mais pour l'instant, supportez-moi, chère madame. Les amis, ici, pour les Tutsis réfugiés, je vous ai dit que, conséquence pour les Tutsis exilés, plus jamais sans armes. Plus jamais sans armes. Pour les Tutsis réfugiés, les Burundais, les Ougandais et le Zaïre, si tu es Tutsi et sans pouvoir, tu meurs. La psychose est entrée. Si tu ne prends pas les armes, tu seras exterminé comme les nôtres au Burundi. Voici la psychose est entrée. Et donc cela provoque en Ouganda des officiers dans l'armée des Museveni. Ils entrent là-bas, formant les noyaux du FPR, Front Patriotique Rwandaise, en 1987, Kagame à la tête et Rwigema. Au Burundi, l'armée reste Tutsi, on réprime encore les Hutus entre 1988 et 1993. Au Zaïre Kivu, ici, au Zaïre Kivu, les Tutsis Banyamulenge restent minoritaires sans droit clair. Ils vont s'armer plus tard avec le FPR en 1996. Au Rwanda, des jeunes Tutsis en exil jurent de revenir par la force, par la guerre du FPR en 90 et prise de Kigali en 1994. Alors, le traumatisme Hutu, il faut qu'on en parle aussi, dans la mémoire des Hutus de 1972, devient le signal que les Tutsis peuvent exterminer la majorité si on les laisse revenir au pouvoir. Et donc, ils n'auront jamais le pouvoir chez nous, parce que, ayant détenteurs du pouvoir au Burundi, ils ont exterminé la majorité des intellectuels Hutus. Ils les ont tous exterminés. Et donc, cela nourrit la
le discours extrême en 1994, si nous ne les tuons pas, ils nous tueront comme ils ont fait au Burundi. Voici la psychose. 1972 est un tournant majeur. Ce n'est pas seulement un génocide au Burundi. C'est le moment où toute la région comprend que le pouvoir, ce n'est pas une question de minorité, de majorité, etc. C'est une question d'armes. Les Tutsis comprennent qu'un jour sans armes égale la mort. Les Hutus comprennent que si les Tutsis reviennent, ils risquent effectivement de nous exterminer et avoir un Burundi bis. Et c'est cette peur réciproque. Cette peur réciproque qui claque comme une allumette avant 1994 et la guerre du Congo. Les amis, je pense que nous avons donné ce qui était nécessaire. Ici, ce qu'il faut comprendre, tout simplement, est qu'il y a un peuple provenant, je fais un résumé, d'accord, un peuple provenant de l'Éthiopie, non des citoyens éthiopiens, mais ils vivaient aux alentours de l'Éthiopie, et au niveau du Soudan également, et n'étaient pas des Soudanais non plus, mais c'était des pasteurs, des nomades, mais des nomades organisés, structurés, puisqu'ils ont été contaminés par l'intelligentsia ou la structure ou l'organisation éthiopienne. Et donc, ils ont été contaminés par, évidemment, cette intelligence. Et entre 1100 et 1200, une partie arrive en Ouganda et ils trouvent des peuples dispersés, des chefferies non organisées, pas des rois, pas l'armée unifiée, rien. Et donc, ils viennent et s'infiltrent. Ils s'allient avec des chefs, ils font des alliances, des mariages, etc. Mais ils viennent avec une organisation, ils viennent avec une intelligence, ils viennent avec une armée, puisqu'ils sont structurés, puisqu'on n'est pas responsable de bétail sans qu'il y ait une armée pour protéger les bétails, puisque le bétail, c'est la richesse. Et donc, ils sont venus organisés, mais en petit nombre. Le petit nombre, ici, va infiltrer le peuple de l'Ouganda, à l'époque non organisé, et ils vont les influencer par leur organisation et former un royaume. D'accord? Ils ont fédéré tous les autres groupes et eux se sont imposés en tant que des dirigeants. Okay? À la tête, un noyau, un petit nombre, une minorité. Ils ont su convaincre d'autres groupes et eux ont pris la tête. Ils se sont mariés et eux sont restés toujours les dirigeants. Et le peuple n'était pas du tout menacé, il n'y avait pas du tout une forme de marginalisation. Il y avait une harmonie. Ils ont su s'imposer et diriger. Voilà, c'est ce qu'ils voulaient. Ils ont dirigé en Ouganda. Et puis ils sont venus au Rwanda. Même chose, même processus, entre 1200 et 1400. Et ils arrivent aussi au Rwanda. Ils trouvent un peuple éclaté, non organisé, pas des rois, et avec leur organisation, comme ils ont fait en Ouganda, ils vont fédérer tout le monde, et puis ils vont créer un royaume. Et tout le monde vit dans l'harmonie, mais eux restent des détenteurs du bâton de commandement. Ils vont faire la même chose au Burundi. Vous comprenez? Et donc, ils arrivent à le faire pourquoi? Parce qu'ils viennent de l'Éthiopie, ils viennent du Soudan, là où des royaumes sont structurés, là où il y a une intelligence, des armées, etc. Alors que chez nous, il n'y avait pas encore cette organisation. Mais pendant qu'eux commencent à mettre en place des royaumes, à structurer les chefferies, de l'autre côté, le royaume Congo est en train de naître. De l'autre côté, le royaume Luba est en train de prendre place. Le royaume Lunda est en train de prendre place. Donc ça se structure presque au même moment, mais avec des différences des siècles quand même. Mais l'Afrique centrale, la région est en train de voir des royaumes naître. Et parmi ces royaumes qui naissent,
le royaume de l'Ouganda fut parmi le premier, et puis secondé par le Rwanda et puis le Burundi, et en même temps là-bas, Luba, Congo, etc. Et puis le Belge viennent. Le Belge viennent et trouvent une organisation. Ils sont séduits, ils se disent, mais à la tête là, il y a ceux qui dirigent, je pense qu'ils sont beaucoup plus supérieurs que les Hutus. Donc on va les diviser. Ok? Ils le divisent et ils mettent en place des ethnies, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ethnie. Ils le divisent, les Belges, les spécialistes de la division, divisés pour bien régner. Et donc, ils sont experts dans tout ça. Ils ont déjà eu à faire ça dans d'autres planètes. Et cette division crée des frustrations, puisqu'on va beaucoup plus scolariser les Tutsis, on va les encadrer, ils vont occuper des postes de responsabilité dans l'armée, dans l'administration, dans la police, etc., pendant que les Hutus sont marginalisés expressément par les colons. Et d'ailleurs, les colons récupèrent une grande partie des Hutus, les amènent au Kivu là-bas pour travailler dans la terre, puisqu'ils sont réputés, ils sont forts dans l'agriculture. Et donc, pour les intérêts économiques, les intérêts des Belges, on les amène en grand nombre. Vous comprenez par là que les Hutus qui avaient accepté de se faire structurer, d'accepter un roi Tutsi, d'accepter un système dont eux n'avaient pas du tout la composition. Ils se sont laissés entraîner, infiltrer. Bon, ils se disent, c'est pas mal, nous avons un roi, c'est pas grave. Mais cette harmonie a été brisée par les Belges. Les Tutsis en ont profité pour mater les autres. Et ils en ont profité parce qu'ils avaient l'apport et l'influence et surtout l'approbation du colon. Donc ils en ont profité pour arracher des terres, des Hutus, etc. Ils ont dominé. Là, je résume. Et donc, l'infiltration a commencé avec les Hutus entre 1100 et 1200, d'abord en Ouganda, et puis entre 1200 et 1400 au Rwanda, et puis entre 1400 et 1500 au Burundi. Et donc, ils se sont installés. Et le Belge va soutenir les Hutus en 1959, mais parce que c'est l'ère de décolonisation, c'est l'ère de révolution, la colonisation prend fin. Les Belges soutiennent les Hutus, et les Hutus prennent le pouvoir, la monarchie tombe, et puis un groupe qui était à la tête, les cerveaux moteurs, l'armée, l'aristocratie, les intellos, vont fuir et vont se retrouver au Burundi. Et donc, c'est cette cellule qui se retrouve au Burundi, cette cellule de l'armée, des intellos, des personnes qui avaient la science, vont influencer les Burundais, les Tutsis burundais, en disant, faites attention à ces Hutus. Ils vont vous faire ce qu'ils nous ont fait au Rwanda. Attention. Faites attention à ces Hutus. Et donc, les responsables, l'armée, l'intelligence Tutsi du Burundi va aussi avoir peur. Se dire, écoutez, en tout cas, s'ils ont fait ça au Rwanda, d'après nos frères ici, ils vont le faire avec nous. Et donc, préparons-nous à éradiquer et à exterminer les cerveaux. Ce sont les cerveaux pensants. Exterminons les enseignants, exterminons les professeurs, exterminons, enlevons dans l'armée tous les Hutus. Donc, faisons des listes tout doucement, à partir de 1966, influencés par les Tutsis venus du Rwanda. Ils ont pris peur, ils se sont dit, nous, on ne voulait pas mourir, on va les exterminer, mais nous devons d'abord organiser la chose. Et donc, ils ont organisé un plan à moyen, court, moyen et long terme. Ils ont pris des notes identifiant
tous les Hutus qui étaient positionnés, science, les têtes pensantes, et ils ont répertorié dans le pays, et ils ont éliminé tous les têtes pensantes, en commençant par les infirmières, les aides-soignants. Corrigez ce que vient, ce que vous avez dit, s'il vous plaît. Corrigez quoi, mon ami? Et donc, vous comprenez que on va éliminer au Burundi entre 300 000 et 500 000 Hutus des têtes pensantes. Donc, on a détruit les cerveaux, on a détruit les hommes qui réfléchissent, on a détruit les futures personnes qui auraient pu amener une forme de révolution, une forme de résistance. Et donc, on résiste quand on a un cerveau. Quand on n'a pas de cerveau, on ne résiste pas. Quand on n'a pas de cerveau, on ne souffre pas de la situation politique, économique. On ne souffre pas parce qu'on ne comprend pas le mécanisme. Quand on arrive à comprendre le mécanisme avec l'intelligence, on souffre. Mais ceux qui ne comprennent pas le mécanisme, le dynamique, le système en systémique, la profondeur des choses, vous dormez, vous vous réveillez, il n'y a pas de problème. Ok, vous vous réveillez, vous dormez, je me réveille, je mange, je dors, il n'y a pas de souci. C'est parce que vous ne comprenez pas le système. Ok, mais quand vous comprenez le système, vous devenez rebelle. Vous devenez une bombe. Et donc, il a fallu décapiter les futures bombes, décapiter les têtes pensantes. Et entre 300 et 500 000 Hutus, têtes pensantes ont été zigouillées. Voilà pourquoi, au Rwanda, les Hutus restés au Rwanda ont vu ça, ont suivi ça. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Ils se sont dit, si ces Tutsis ont massacré près de 300 à 500 000 en moins de 6 mois, s'ils prennent le pouvoir au Rwanda, s'ils reviennent et occupent l'armée, occupent la police, occupent le service des renseignements, occupent l'administration, ils vont nous détruire, ils vont nous éliminer. Donc, tous nos dirigeants, tous nos cadres, tous nos intellectuels, ils seront éliminés, ils seront détruits parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de têtes pensantes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à leur tour? Entre 10 000 et 20 000 Tutsis, soupçonnés d'appartenance aux réfugiés, ou qui étaient d'accord avec ce qui s'est passé au Burundi, ont été également zigouillés. Vous voyez? La peur, tout le monde maintenant est soupçonné, tout le monde peut être un assassin, et donc la peur, et on zigouille tout le monde. Vous comprenez, les amis? Les amis, je pense que c'est bon. Vous avez compris que 1972, c'est le feu qui va éclater dans la région. Tout ce qui s'est passé par la suite, j'ai déjà eu à traiter de ce dossier, tout ce qui s'est passé par la suite, après 1972, c'est dû justement à ces massacres de 300 000 à 500 000 Hutus, et qui a créé le